Bienvenue à ce webinaire sur l'immunothérapie orale chez les adolescents et les adultes vivant avec des allergies alimentaires. Je m'appelle Marie-Josée Betté, je suis la directrice générale de Déjouer les allergies et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Dr. François Graham, immunologue, allergologue. Bonsoir, Dr. Graham. Merci d'avoir accepté notre invitation de donner ce webinaire sur un sujet que vous connaissez à fond et qui suscite énormément d'intérêt dans notre communauté. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je me sens personnellement très concernée par le sujet en tant que mère d'un jeune homme allergique à une quinzaine d'aliments et vu l'intérêt qu'a suscité le webinaire ce soir, on a au moins 325 personnes là, qui se sont inscrites. Je pense que cet intérêt est très largement partagé. Alors, depuis 2019, Dr. Graham est clinicien et chercheur investigateur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM. Il est membre associé au CHU de Sainte-Justine et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Il dirige actuellement le programme Allergie et immunologie clinique adulte à l'Université de Montréal et co-dirige le comité de développement de professionnels continu de l'Association des allergologues et immunologues du Québec. La présentation de Dr. Graham va durer une quarantaine de minutes. Comme promis, il va y avoir une période de 15 à 20 minutes à la fin qui va être réservée à vos questions. Si vous en avez une question, je vous invite à la poser pas dans la section chat sur votre écran, mais dans la section Q et R, questions et réponses. Alors, on va tenter de répondre au maximum de questions, mais on va privilégier celles qui sont courtes et qui sont d'intérêt général. Alors, j'essaie de maintenant l'écran à notre conférencier. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Ça me fait énormément plaisir de partager mon expérience en immunothérapie orale adulte. Je vais essayer de passer à travers les grandes étapes de l'immunothérapie orale ce soir avec vous. À la fin, on aura une période de questions, puis vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez à ce sujet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation ce soir. Donc, les objectifs d'apprentissage ce soir vont être de comprendre les principes de base de l'immunothérapie orale, de revoir les données probantes sur l'immunothérapie orale chez l'adolescent et l'adulte, et finalement de comprendre les spécificités et les enjeux potentiels de ce traitement dans la population adolescente et adulte. Alors, les allergies alimentaires chez l'adulte, on sait que ça affecte quand même une grande proportion de la population adulte, hein. Dans un survey américain récent, 10% des adultes se disaient allergiques à un aliment. Et c'est une première cause d'anaphylaxie à l'urgence avec plusieurs milliards de dollars dépensés par année. On sait que chaque année, il y a à peu près 15% de chances de faire une réaction allergique. Donc, c'est vraiment impactant sur la qualité de vie des patients qui vivent avec des allergies alimentaires. Il y a des spécificités d'allergies alimentaires chez l'adulte qui ne se retrouvent pas dans la population pédiatrique ou qui se retrouvent moins dans la population pédiatrique. La première étant qu'il y a des allergies alimentaires qui croisent avec les pollens chez l'adulte qui sont très très fréquents. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'allergie orale. Les gens qui ont des allergies qui apparaissent à l'âge adulte, souvent c'est médié par une allergie au pollen. Et la protéine, en fait, qui est dans le pollen, ressemble beaucoup à des protéines qui se retrouvent dans des aliments, entre autres les pommes, les pêches, les poires. Et le fait de manger ces aliments peut causer un inconfort dans la bouche ou des gonflements au niveau de la lèvre, un serrement au niveau de la gorge, mais généralement ne résulte pas en une réaction anaphylactique. Alors, ces patients-là, souvent, ont des allergies à beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parfois les noix, parfois les arachides, mais ce n'est pas des allergies qui causent des réactions anaphylactiques souvent, et ça reste isolé au niveau de la bouche, étant donné que la protéine est digérée, et c'est une protéine qui est thermolabile, qui se dégrade par les acides de l'estomac, et donc ne cause généralement pas des réactions anaphylactiques. Donc, une grosse partie des adultes qui consultent pour des allergies alimentaires, en fait, ont ce qu'on appelle un syndrome d'allergie orale. Et pour un syndrome d'allergie orale, on a moins de données pour la désensibilisation alimentaire. Donc, je vais y venir un peu à la fin, mais donc c'est juste pour dire que c'est pas tout à fait les mêmes manifestations que chez les enfants. Les allergènes les plus fréquents chez l'adulte, ce sont les crustacés, les poissons, noix, arachides et le lait. Comparativement en enfance où c'est beaucoup le lait, les œufs
noix arachides. Donc, c'est des allergènes qui sont un petit peu différents en fait que dans la population pédiatrique. Et l'autre chose à savoir, c'est qu'il y a plus de comportements à risque chez les adultes que chez les enfants, en fait, finalement, qui sont supervisés par leurs parents. Et les adolescents et les adultes, ben, ils ont plus tendance à pas apporter leur EpiPen avec eux quand ils sont en sortie ou dans les restaurants, à être moins vigilants face à leurs allergènes, ce qui fait en sorte qu'il y a un potentiel d'avoir des réactions qui sont plus sévères que chez les enfants. Alors, venons au vif du sujet. Euh, Qu'est-ce que l'hypnothérapie orale? Vous en avez tous déjà entendu parler un petit peu, je pense, si vous êtes ici ce soir. En fait, l'hypnothérapie orale, ça implique une augmentation progressive de l'allergène auquel on est allergique, qu'on administre par voie orale, en débutant par une quantité qui est en dessous du seuil de réactivité et qu'on poursuit jusqu'à ce qu'on atteigne une quantité définie. Les trois bénéfices potentiels de l'hypnothérapie orale, c'est d'augmenter le seuil de réactivité des patients et de protéger des réactions lors de contacts accidentels au quotidien, de pouvoir consommer potentiellement les produits avec peu contenir des traces. Donc ça peut beaucoup améliorer la qualité de vie, étant donné que l'étiquetage de précaution est très, très fréquent dans les épiceries. Puis finalement, ben, c'est de réintégrer l'aliment dans la diète normale. Alors, il faut bien comprendre, il y a une différence entre une désensibilisation et une guérison. On est capable de désensibiliser les patients avec l'hypnothérapie orale. On a un taux de succès qui est de l'ordre de 80%. Mais quand on arrête le traitement, l'allergie a tendance à revenir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut consommer l'allergène à long terme pour maintenir la protection. De l'autre côté, on a la rémission ou la guérison. Ça, c'est euh, très, très rare avec l'hypnothérapie orale. En fait, c'est une tolérance immunitaire qui est similaire à un individu qui est non allergique. Ça veut dire qu'on peut arrêter d'en manger, on peut en manger quand on veut, puis on ne réagit plus finalement. L'allergie est partie. On le voit beaucoup, beaucoup chez les petits-enfants chez qui on commence le traitement, les bébés, mais plutôt, c'est quand même assez rare chez les adolescents et les adultes. Je vais passer à travers quelques évidences. Il n'y a pas beaucoup d'études en hypnothérapie orale chez l'adulte qui se sont spécifiquement attardées aux adultes, mais j'ai ressorti quelques articles qui sont sortis dans les dernières années. On a une étude israélienne qui est sortie chez 96 adultes avec allergie alimentaire et qui ont démontré que c'était efficace pour désensibiliser la plupart des adultes avec un taux qui était semblable que dans la population pédiatrique. La seule chose à mentionner, c'est que leur cohorte avait beaucoup de patients allergiques au lait et ils ont remarqué que c'était associé avec plus d'effets secondaires et un échec au traitement, le fait de désensibiliser au lait dans cette cohorte-là. Ensuite, on a une étude finlandaise avec 35 adultes qui ont des allergies au lait, à l'arachide et aux œufs. Et eux ont eu un très gros taux de désensibilisation, mais malheureusement un taux d'abandon qui était relativement élevé en raison de causes sociales ou d'effets indésirables. Et finalement, une dernière étude qui est sortie récemment qui a démontré que l'hypnothérapie orale améliorait significativement la qualité de vie des adultes allergiques. De l'autre côté, on a fait une étude rétrospective au CHUM entre 2017 et 2022 avec 62 adultes. On a trouvé que l'allergène le plus fréquemment traité était l'arachide avec 11,3% d'échecs. Donc, c'est vraiment pas très élevé. Ça ressemble à ce qu'on a à Sainte-Justine. Par contre, 40% de traitements difficiles. Ça, c'était à la discrétion de la personne qui révisait les dossiers, mais ça pouvait dire que peut-être que les gens avaient plus de symptômes digestifs ou avaient tendance à, à monter plus difficilement leur dose. On a aussi trouvé que le niveau d'IgE spécifique de base était associé à une immunothérapie orale qui était plus difficile. Donc, c'était une des premières études en vie réelle sur l'ITO exclusivement chez l'adulte et on avait démontré à ce moment que les résultats étaient relativement comparables aux études pédiatriques. Alors maintenant, pour venir aux étapes de l'immunothérapie orale, concrètement, en fait, il y a une journée qui s'appelle l'initiation ou en fait tout simplement le début du traitement. Ensuite, une fois que le traitement est amorcé, il y a une phase de progression de dose où le patient vient en clinique à peu près une fois par mois ou une fois par 2 mois et il monte sa dose en clinique. En général, c'est un doublage de dose et ça fait
en fait un palier d'escalier où on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle une dose de maintien. Généralement, la phase de progression, ça dure à peu près 6 à 18 mois. Et la phase de maintien, j'ai marqué 3 à 5 ans, mais c'est généralement à long terme, là. Ça pourrait être considéré à vie finalement chez l'adulte. Alors, si je parle d'initiation, euh, on a plusieurs approches. Alors, vous pouvez comprendre que chaque personne est différente. Chaque personne a des allergies qui sont différentes l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si un patient est allergique à plusieurs aliments? On peut considérer faire un seul allergène à la fois. C'est ce qu'on appelle une approche séquentielle, où on choisit, par exemple, l'allergène le plus impactant pour le patient, ou on commence avec l'allergène qui a le plus faible taux d'IgE spécifique ou le plus faible test cutané, qui serait potentiellement moins un risque d'effet secondaire. Puis on voit si ça se passe bien. Si ça se passe bien, après, on passe à l'allergène suivant. L'autre possibilité, c'est de faire plusieurs allergènes en même temps. Il est possiblement plus à risque d'effets secondaires quand on y va avec beaucoup, beaucoup d'allergènes en même temps, parce qu'on comprend qu'on est exposé à beaucoup d'allergènes. Et à ce moment-là, c'est de combiner deux, trois, voire quatre allergènes en même temps, puis avec le même principe qu'un seul allergène. Quand on y va avec plusieurs allergènes en même temps, il faut considérer les réactivités croisées, bien entendu, parce que si, par exemple, on désensibilise à la cajou, on ne serait pas obligé nécessairement de désensibiliser aussi à la pistache, parce que c'est dans la même famille, les anacardiacées, puis la majorité des patients qui sont désensibilisés au cajou vont également être désensibilisés à la pistache en même temps. C'est la même chose pour la Grenoble et la pacane. Donc, si je vous montre, par exemple, les exemples de cross-réactivité, vous voyez que la noix de cajou, la pistache, ça se ressemble beaucoup. La pacane et la noix de Grenoble, ça se ressemble beaucoup. Puis les lentilles, les pois chiches aussi, ça se ressemble beaucoup. Donc, au lieu de désensibiliser à, par exemple, pacane et noix de Grenoble en même temps, on pourrait juste cibler la pacane, la noix de cajou et les lentilles pour désensibiliser à tous ces allergènes-là. Ça sauve en fait le nombre d'allergènes qu'on est obligé d'ingérer tous les jours. Quelles sont les approches de l'initiation? On peut soit faire un test de provocation ou un challenge. Donc ça, c'est d'ingérer l'allergène en clinique d'allergie à intervalles d'à peu près 20 à 30 minutes. On commence par des toutes petites doses, puis on monte les doses graduellement jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Et une fois qu'on a une réaction, on se base sur cette dose-là pour choisir la dose de départ. Je vous dirais que c'est rare qu'on fait ça en pratique parce que c'est le genre de choses qui prend généralement une demi-journée, voire une journée. Donc c'est très long et ça prend beaucoup de ressources. Et aussi, ben, souvent, les patients viennent et ils ont déjà une histoire convaincante d'allergie. Ils ont un très gros test cutané. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire réagir en fait, le patient devant nous parce qu'on n'a pas envie de causer une réaction anaphylactique et si ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je dirais que ce genre de choses est réservé dans les cas où l'allergie est peut-être pas très claire, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer qu'on est allergique avant de commencer une immunothérapie orale. Ce qu'on privilégie souvent, c'est on débute avec une dose unique, donc on estime une dose qui est en dessous du seuil de réactivité. On donne la dose en clinique, puis si elle est bien tolérée, le patient part avec cette dose-là à la maison. Je donne juste un exemple d'initiation. Par exemple, Benoît, 22 ans, il est allergique aux arachides, à la pacane et à la noix de Grenoble. On a débuté une désensibilisation en clinique d'allergie avec 0,1 ml de sirop d'arachide à 50 mg par ml, donc c'est l'équivalent d'un cinquantième d'arachide, et 0,1 ml de sirop de pacane à 25 mg par ml, qui c'est l'équivalent d'environ un trentième lobe de pacane. On surveille 30 minutes. Le patient a uniquement des picotements au niveau de la bouche, aucun autre symptôme, et il part à la maison avec ces deux sirops. Il débute avec 0,1 ml de chaque sirop par jour à la maison, avec un rendez-vous dans 4 à 8 semaines. C'est assez typique. On peut faire des sirops pour l'arachide, pour toutes les noix, pour le sésame. Donc, on a accès à n'importe quel aliment sous forme de suspension orale. Ensuite vient la phase de progression. En général, comme je vous ai expliqué, les augmentations de doses ont lieu à peu près aux 4 à 6 semaines. Donc, dans les études, ça va de 20 à 100% d'augmentation.
Nous, je vous dirais, avec notre expérience, si on n'a pas de symptômes ou très peu de symptômes à la maison, on fait des augmentations de 100%, donc on double la dose à chaque fois. C'est sûr que le protocole est adapté selon la tolérance du patient. Si on a plus d'effets secondaires, on va diminuer les augmentations ou même baisser les doses. Donc, c'est très adaptable selon la tolérance des doses. Au bout d'un certain temps, au bout de 6 à 18 mois, on arrive à la phase de maintien. Donc ça, c'est la dose de maintien, c'est la dose finale en fait. La dose de maintien, il n'y en a pas une qui est décidée pour chaque patient, c'est très individuel aussi. Si le patient a un dégoût de l'allergène, ce qui est souvent le cas, par exemple pour l'arachide, la majorité des patients n'aiment pas beaucoup le goût. Il n'y a pas de bénéfice à monter plus qu'une ou deux arachides. Si on aime le goût, par exemple, si on veut manger du beurre d'arachide, des formes concentrées d'arachide, à ce moment-là, on peut monter davantage. Parce que, en fait, le beurre d'arachide, c'est très, très concentré en arachide. Une demi-cuillère à thé de beurre d'arachide, c'est l'équivalent de deux arachides. Donc, si on veut manger une cuillère à table ou deux cuillères à table de beurre d'arachide, à ce moment-là, on monte plus, on peut monter jusqu'à 5 ou 10 arachides de dose de maintien. Je vous dirais, dans la majorité des cas, on s'arrête à une ou deux arachides parce que c'est assez pour être protégé contre les traces, les réactions accidentelles. À la dose de maintien, ce n'est pas terminé. Le patient continue la dose de maintien quotidiennement, en fait, tous les jours à domicile. Et on suit à peu près aux 6 à 12 mois l'évolution en clinique d'allergie. Et on peut répéter les tests cutanés, les IgE spécifiques, environ une fois par an, une fois par 2 ans pour voir l'évolution. Il n'y a pas d'évidence de durée minimale. C'est sûr que les autres formes d'immunothérapie, par exemple au venin et au pollen, c'est généralement 3 à 5 ans. Avec l'immunothérapie orale, euh, on dit à vie potentiellement parce que à date, les études ont montré que quand on arrêtait le traitement, l'allergie avait tendance à revenir, mais ça revient moins fortement que c'était avant souvent. Donc, par exemple, si le patient qui réagit à un centième d'arachide, il va faire ce traitement, il arrête pendant un certain temps. Quand il reprend des arachides, il va peut-être réagir à une demi-arachide. Donc, ce n'est pas perdu même si on arrête là. Au bout d'un certain temps, on peut faire ce qu'on appelle un challenge au seuil ou un challenge haute dose. Donc ça, en fait, c'est juste de vérifier si on a une désensibilisation complète, si on est capable de manger autant d'allergènes qu'on veut. Et on peut aussi faire un challenge en présence de cofacteurs. Les cofacteurs, je vais en parler un peu plus tard et vous allez voir, c'est quelque chose qui peut altérer un peu l'absorption d'allergènes et donc amplifier les réactions allergiques. Donc, juste un petit diagramme sur ce que je viens de dire. Donc, vous êtes à la dose de maintien, par exemple, de une ou deux arachides par jour. Au bout d'un certain temps, on peut faire ce qu'on appelle un challenge haute dose, où je vous donne une vingtaine d'arachides pour voir est-ce qu'on est complètement désensibilisé. Ça se fait souvent environ au moins 6 mois après l'arrivée à la dose de maintien. Si ça passe, ça veut dire qu'on est complètement désensibilisé et qu'on peut manger autant d'arachides qu'on veut, quand on veut. On peut aussi faire un test, un challenge avec des cofacteurs. Donc ça, c'est pour savoir si on est encore obligé d'éviter les cofacteurs en présence de la dose. Donc, ce qui se fait en clinique, des fois, c'est de donner de l'aspirine avec de l'alcool. C'est bien entendu pour les patients en haut de 18 ans. Ça, c'est un cofacteur très fort, en fait. On donne la dose d'arachide avec un cofacteur pour voir si on est encore réactif au cofacteur. Si on ne réagit pas à ce challenge-là, après ça, on peut permettre les cofacteurs en même temps que la dose quotidienne. À plus long terme, on peut aussi envisager un arrêt des doses où on arrête complètement les doses et à ce moment-là, on vérifie au bout d'un ou 2 mois d'arrêt si on est capable de reprendre des arachides sans réagir. Donc, on arrête pendant environ 1 à 2 mois, puis on refait un test de provocation aux arachides après. Si on ne réagit pas au test de provocation après 2 mois d'arrêt, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de prendre ces doses aussi régulièrement, puis on peut les espacer autant qu'on consomme une dose au moins une fois par quelques semaines, une fois par mois. On reste protégé en fait contre l'allergie. Quels sont les effets secondaires de ce traitement? Donc là, c'est quand même important à en parler. Je dirais la majorité du temps, les effets secondaires, c'est un picotement au niveau de la bouche, de la langue ou de la gorge. C'est très, très fréquent, en fait. C'est juste le contact de l'arachide au niveau de la muqueuse de la bouche. Je parle de l'arachide, mais ça peut être n'importe quel allergène là, qui vient en contact au niveau de la muqueuse. Ça active, en fait, les cellules allergiques des muqueuses et ça se met à gratter. Ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Il y a des stratégies pour remédier à ça. La première étant de camoufler en fait l'allergène dans de la compote ou dans du yaourt ou dans un muffin. Souvent, juste faire ça, ça règle le problème.
ou on peut aussi prendre des fois un antihistaminique avant là, pour cacher les symptômes. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans une grande majorité des patients. Les douleurs au ventre aussi, ça arrive relativement fréquemment. Les douleurs au ventre, c'est souvent des douleurs qui arrivent rapidement après la dose. Et les stratégies pour ça, c'est de soit diminuer la dose, ou aussi on peut aussi donner une prémédication à ce moment-là, soit avec des antihistaminiques ou des antiacides pour calmer ces symptômes-là. Plus rarement, il y a des réactions anaphylactiques qui peuvent avoir lieu sur les doses qui ont été tolérées en clinique. Ça arrive plus fréquemment dans la période d'augmentation de dose que dans la période de maintien. Par contre, il y a aussi déjà des cas rapportés dans la dose de maintien. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à dose de maintien qu'on va plus faire une réaction anaphylactique à sa dose. Souvent, ces réactions anaphylactiques ont lieu en présence de cofacteurs, donc des facteurs externes qui peuvent amplifier une réaction allergique. Et je vais vous en parler dans quelques diapos. L'œsophagite éosinophilique, c'est une complication rare de ce traitement. Donc ça, c'est dans environ 3% des patients qui vont développer ce qu'on appelle une inflammation allergique au niveau de l'œsophage à force d'être exposés tous les jours à leur allergène. Et ça peut causer un rétrécissement en fait au niveau de l'œsophage. Et donc, les patients vont commencer à rapporter des blocages avec des aliments comme le pain, le steak, ou l'impression que les aliments passent moins bien dans la gorge, que ça reste bloqué. Et ça, si ça arrive, à ce moment-là, il faut faire une consultation en gastroentérologie, il faut arrêter le traitement. Et des fois, on a des traitements à faire pour calmer l'inflammation. La majorité du temps, quand on arrête le traitement, ça a tendance à partir. Donc, c'est bon à savoir, mais il y a quand même quelques cas où ça persiste. Il faut savoir, je parle beaucoup d'œsophagite eosinophilique, mais il faut savoir que l'œsophagite eosinophilique, c'est rapporté dans la population des jeunes adultes, souvent entre 20 et 30 ans. C'est souvent des garçons plus que des femmes. Et ça, c'est une maladie qui est très, très associée avec les allergies alimentaires. Donc, probablement que les gens qui développent l'œsophagite eosinophilique ont probablement un terrain de base pour développer cette maladie-là et que c'était juste quelque chose qui allait potentiellement apparaître même sans le traitement. La dernière chose qu'on peut avoir, ou les deux dernières choses, c'est l'aversion aux doses. Donc souvent, les gens vont commencer à... Bah, c'est surtout les enfants, mais ça arrive aussi chez les ados. C'est que on n'aime vraiment pas le goût, puis on se ramasse à cacher les doses ou à plus les manger parce qu'on a l'impression que c'est juste trop pas bon, on n'est pas capable de tolérer le goût. C'est ce qui arrive à quelques reprises chez certains patients. Même arrivé des fois que tu sais, les parents ils trouvent des arachides cachés derrière le canapé ou des choses comme ça, puis que finalement l'ado ou l'enfant avait arrêté d'en manger depuis plusieurs mois. Là. Donc, juste à savoir qu'il y a des abandons à cause de ça. Là. Donc, le goût est juste trop mauvais que les gens n'arrivent pas à le tolérer, là, donc ils arrêtent le traitement. Euh, les gens qui ont de l'asthme ou qui ont de l'eczéma, il y a un risque que ça exacerbe l'asthme et l'eczéma. Donc, il faut que ces deux choses-là soient très, très bien contrôlées quand on décide de débuter une immunothérapie orale. Juste un petit tableau, c'est juste pour montrer un peu de quoi ça a l'air, une œsophagite eosinophilique. Ici, ça, c'est une vue à l'intérieur de l'œsophage, donc ça fait des anneaux un peu concentriques comme ça. Et bon, une méta-analyse qui montrait que c'était à peu près 2,72% d'incidence. Quand on débute le traitement, c'est bien important de remplir un agenda des symptômes. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu la tolérance des jours au quotidien, des doses au quotidien, en fait. Parce que l'idée, c'est que quand vous allez revoir le médecin 1 ou 2 mois plus tard, vous allez plus vous souvenir, en fait, des symptômes qui ont eu lieu il y a 2, 3 semaines. Donc c'est juste pour s'en rappeler. Donc souvent, ce qu'on donne, c'est un genre de calendrier où on marque si ça pique dans la bouche, si on a mal au ventre, si on est fatigué sur une crise d'asthme. Si on n'a aucun symptôme, on coche la case aucun symptôme, puis on amène ça à chaque fois qu'on va à la clinique pour montrer comment ça s'est passé. Alors, il y a beaucoup de recommandations pratiques quand on fait ce traitement hein, pour minimiser le risque de faire des réactions. La première, c'est de prendre sa dose quotidiennement à peu près à la même heure. Là, on n'est pas à la minute près, là, mais l'idéal, c'est pas de changer matin et soir tous les jours, là, parce que c'est juste que on est plus à risque de faire des réactions si on fait ça. De toujours prendre sa dose sur un estomac plein.
Parce que l'estomac vide, on absorbe plus vite l'allergène et à ce moment-là, ben, c'est possible qu'on fasse une réaction si on n'a rien mangé depuis longtemps. On met plus à risque en tout cas de faire une réaction. Il faut se coucher au moins 1 heure après sa dose, bien entendu, parce qu'on ne va pas prendre la dose, puis si jamais on fait une réaction, ben, on va pas être en train de dormir. Comme je vous avais expliqué dans les diapos précédentes, il y a des cofacteurs qui peuvent augmenter le risque d'anaphylaxie. Des exemples de cofacteurs, ben, c'est l'exercice physique, l'alcool, certains médicaments comme les anti-inflammatoires, la fièvre, les infections. Les mécanismes ne sont pas tout à fait compris, mais on pense que les cofacteurs augmentent. Il y en a certains qui vont augmenter l'absorption intestinale, donc qui vont faire en sorte qu'on a. C'est comme si on avait mangé plus d'allergènes finalement cette journée-là. Et l'autre, c'est qu'il y a des cofacteurs qui vont activer directement les cellules allergiques qui s'appellent les mastocytes. Entre autres, les virus, en fait, ils vont les activer directement. Donc, si on est déjà en train d'activer les cellules allergiques avec un virus et qu'on rajoute un allergène par-dessus, on va réagir plus fortement ce jour-là. Alors, on a des recommandations pratiques que les patients doivent suivre quand on suit ce traitement. Donc, la première étant pas d'alcool 6 heures avant, 2 heures après. Pas d'anti-inflammatoire comme Advil, Naproxen 6 heures avant, 2 heures après. Il n'y a pas de problème pour le Tylenol. Pas d'exposition à la chaleur 1 heure avant, 2 heures après. Donc, chaleur, ça peut être douche chaude, bain chaud, spa, sauna. Il faut rester dans un environnement frais l'été ou prendre la dose le soir en cas de canicule. Niveau exercice physique, on essaye d'éviter les activités qui vont augmenter la température corporelle et le rythme cardiaque 1 heure avant, 2 heures après. Donc, ça peut être le sport intense, monter rapidement les escaliers, rapport sexuel chez l'adulte. Donc, toutes ces choses-là, il faut éviter 1 heure avant, 2 heures après. En période de stress ou de manque de sommeil important, par exemple un décalage horaire, on peut parfois proposer de baisser la dose de moitié pour une période de 2 à 3 jours et ensuite de revenir par la suite à la dose régulière parce qu'on sait que le manque de sommeil aussi est un facteur de risque pour réagir. Euh, Quand on est malade, et quand je dis malade, si c'est un petit rhume, c'est pas grave, mais si on fait de la fièvre, qu'on se sent vraiment pas bien, on propose de baisser la dose de moitié jusqu'à ce qu'on aille mieux, puis on revient à la dose standard euh, environ 24 heures, une fois on a plus de 24 heures après avoir résolu les symptômes. Certaines personnes sont susceptibles d'avoir des réactions lors des menstruations à cause des fluctuations hormonales. C'est pas très fréquent, je vous dirais, là, c'est assez rare, mais si on remarque qu'on est plus réactif pendant la période menstruelle, on recommande de baisser la dose de moitié puis de revenir à la dose par la suite, normale. Bien important pendant le traitement aussi d'avoir un bon contrôle de l'asthme et de la rhinite allergique, étant donné qu'un mauvais contrôle de l'asthme et de la rhinite allergique peut aussi être associé avec des réactions aux doses. Juste une anecdote, avoir un chat à la maison, c'est associé à des réactions plus fortes, hein. Certains allergologues ont remarqué que les réactions, les réactions anaphylactiques étaient plus fréquentes chez les gens qui avaient des animaux à domicile, si on est allergique aux animaux, bien entendu. Donc, il faut juste faire attention, s'assurer que toutes les mesures environnementales sont optimales, d'éviter les animaux dans la chambre, d'avoir un bon contrôle de ces choses-là afin de minimiser le risque de réaction. Juste pour faire un petit cas clinique, donc Léa, 16 ans, elle vient de débuter une immunothérapie orale à l'arachide avec le sirop d'arachide, comme je vous ai montré tout à l'heure. Les doses sont bien tolérées en clinique. Par contre, à la maison, elle rapporte des douleurs abdominales qui sont relativement fréquentes, 15 à 30 minutes après la prise des doses. Les symptômes sont non systématiques, mais sont préoccupants pour sa maman. Et les douleurs sont souvent reliées au fait qu'elle prend ses doses le soir, pas longtemps avant de se coucher, sans repas, sans aliments, un ventre qui est vide. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est un mauvais suivi des consignes finalement. La patiente, elle n'avait pas respecté le fait qu'il fallait prendre la dose sur un estomac plat. Donc, du coup, ben, ça causait des maux de ventre. C'est bien important, en fait, de toujours prendre la dose à la fin d'un repas ou pendant un repas ou avec une collation consistante. Et parce qu'une consommation insuffisante ou sur un estomac vide, ça peut causer des maux de ventre ou des réactions plus fortes.
Donc, dans le cas de douleurs au ventre, on va toujours s'assurer qu'on prend l'allergène avec un aliment. Puis si ça persiste à ce moment-là, comme je vous avais expliqué un peu plus tôt, on peut aussi rajouter une prémédication ou considérer baisser un petit peu les doses et de les remonter un petit peu plus tard, le temps qu'on s'habitue. Alors, quels sont les défis pour l'adolescence et les jeunes adultes, hein? L'immunothérapie orale, c'est quand même, comme vous pouvez le voir, un gros contrat. Et c'est une période complexe pour suivre un traitement qui est relativement contraignant, entre autres parce qu'il y a une exposition à plusieurs cofacteurs potentiels, l'alcool, drogue, sport compétitif, aussi beaucoup de stress souvent avec les examens, les patients ont des nuits blanches, donc beaucoup de fatigue qui peuvent être un cofacteur pour faire des réactions. Il y a aussi un enjeu de compliance, hein, ça arrive des fois que les ados, les adultes doivent partir à l'étranger, en voyage, ou ils ont oublié leur dose, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut mener à un traitement qui ne fonctionne pas. Et aussi, le fait de manquer des journées de travail pour augmenter les doses, ça peut être une problématique, hein, parce que c'est quand même des visites aux 4 à 8 semaines à l'hôpital. Ces visites-là durent à peu près 1 heure chaque, mais il faut savoir que souvent, faut rater l'après-midi de travail, et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, c'est un traitement qui exige une motivation, une assiduité et aussi de la responsabilité. Et la pression parentale chez les ados, c'est inefficace et ça peut mener à l'abandon du traitement après quelques mois d'essai ou même quelques années. Donc, c'est vraiment pas la meilleure approche, la pression parentale pour influencer en fait le désir d'un adolescent, par exemple. Alors, qui est un bon candidat? Ben, en fait, c'est quelqu'un qui a une motivation personnelle forte, chez qui l'allergie a un énorme impact sur la qualité de vie, qui est capable de s'engager à long terme et qui a une bonne maîtrise de son plan d'anaphylaxie, qui utilise son EpiPen quand c'est nécessaire, si c'est indiqué. C'est bien important parce que, comme je vous expliquais, il y a un risque de faire une réaction anaphylactique sur ces doses pendant ce traitement. Et si on n'utilise pas son EpiPen ou si on n'a pas son EpiPen, ben, c'est une forme de contre-indication au traitement à ce moment-là parce qu'il faut pouvoir se traiter en cas de réaction. Et d'ailleurs, juste en, un petit bémol ici, c'est que les gens qui suivent ce traitement, on leur donne l'épipène. Et si ils s'injectent l'épipène, mais on n'est pas absolument obligé d'aller à l'urgence. On peut aussi se permettre d'attendre puis de voir si ça va beaucoup mieux au bout de quelques minutes et tout va dans le bon sens. On peut aussi pas nécessairement aller à l'urgence parce que ça, c'est un gros frein. En fait, les gens ne se donnent pas l'épipène parce qu'ils ne veulent pas aller à l'urgence. Et c'est beaucoup mieux de se donner l'épipène et de ne pas aller à l'urgence que l'inverse, là, finalement. Donc, voilà. L'autre chose, c'est bien entendu de suivre les recommandations du médecin traitant. Si le médecin traitant il recommande de donner une prémédication, ben, c'est important de suivre les instructions du médecin parce que c'est ce qui est le mieux pour le patient, puis aussi ça va minimiser en fait à long terme les effets secondaires. Et je vous ai déjà parlé des comorbidités, il faut que ce soit très bien contrôlé, l'asthme, l'eczéma, tout ce qui est reflux gastrique, parce que ça peut être des facteurs confondants, puis ça peut aussi euh, causer des réactions, mais dans le sens inverse, ces choses-là peuvent aussi s'exacerber avec le traitement. Qui n'est pas un bon candidat, en fait, c'est un peu l'inverse, hein. C'est tous ceux qui n'ont pas un asthme qui est bien contrôlé, les gens qui ont une histoire de réaction qui est non suggestive d'allergie géomédiée. Donc, par exemple, quelqu'un qui rapporte une crise d'asthme retardée après l'ingestion d'allergènes, les syndromes d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. C'est souvent les enfants qui ont ça, mais il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à ça, donc on n'a pas beaucoup d'évidence pour faire une immunothérapie orale pour ces patients. L'œsophagite eosinophilie, je vous ai dit que ça existait des fois dans la population d'adultes, donc souvent ça c'est une contre-indication relative pour débuter le traitement. Je ne dis pas que c'est une contre-indication absolue parce que dans certaines circonstances, on peut envisager de débuter une immunothérapie orale chez les patients avec une œsophagite eosinophile, mais c'est à discuter au cas par cas parce qu'il y a un risque que ça décompense les symptômes de cette maladie. Grossesse en cours ou prévue, histoire de non-compliance, tout ce qui est problème psychiatrique instable, etc. Bien entendu, ce n'est pas le moment de commencer ce genre de traitement.
Alors, c'est quoi les enjeux de l'immunotherapie orale chez l'adolescent et l'adulte? Ben, la première chose, c'est qu'il y a évidemment un problème d'accessibilité, hein, c'est uniquement fait dans les centres d'expertise. Il y a peu de spécialistes, en fait, au Québec qui offrent l'immunothérapie orale chez l'adulte. Plusieurs raisons en cause pour ça. Mais la première, c'est qu'il y a un enjeu d'accessibilité au plateau technique nécessaire, puis probablement aussi des enjeux de formation qui font en sorte que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise d'offrir ce traitement. Euh, et l'autre chose qui est intéressante à dire, c'est que beaucoup de patients, en fait, sont référés pour une thérapie orale, mais finalement, en fin de compte, décident de ne pas poursuivre une thérapie orale après l'exposition des risques et des bénéfices. Donc, ça aussi, je dirais que ça fait en sorte qu'on a beaucoup de consultations finalement qui n'étaient peut-être pas nécessaires ou du moins qui n'ont pas vraiment contribué en fait à la liste d'attente de patients qui attendent pour ce genre de traitement, qui sont très motivés parce que il y en a beaucoup, surtout dans la population adolescente adulte, qui finalement, en regardant tous les risques que j'ai exposés avant, ne veulent pas s'embarquer avec ce genre de protocole. Alors là, je vous mets juste un cas clinique pour illustrer un peu ce qui s'est dit avant. Donc, Maxime, 16 ans, il y a une allergie sévère à l'arachide depuis l'enfance. Il y a une seule réaction anaphylactique à l'âge de 3 ans, un biscuit avec des traces d'arachide. Et depuis ce temps-là, ben, il évite strictement l'arachide et les noix à la maison. Même s'il n'est pas allergique aux noix, il veut juste pas goûter aux noix. Il trouve ça pas bon, puis il n'y a aucun intérêt pour consommer des noix. Les parents, en fait, ils ont un énorme stress avec le diagnostic d'allergie à l'arachide. Mais le patient en tant que tel, lui, il vit bien avec son allergie. Euh, il n'est pas très motivé pour commencer. Disons qu'il ne voit pas l'intérêt de consommer de l'allergène tous les jours, puis il a l'impression qu'il vit bien avec son allergie. Donc, il est référé pour une potentielle immunothérapie orale. Alors, il y a plusieurs enjeux identifiés ici. C'est le premier étant que l'adolescence, en fait, c'est effectivement une période qui est très complexe. Il y a souvent d'autres priorités à cet âge-là, comme le sport, les activités sociales. Et les adolescents, parfois, peuvent voir un manque de perception des bénéfices à long terme. Le risque, en fait, avec ce cas, c'est qu'on décide de s'embarquer là-dedans et finalement qu'il y ait une mauvaise observance, qu'on arrête le traitement, ou pire, qu'il y ait un risque de réaction allergique anaphylactique à ces doses à cause d'une mauvaise compliance. Donc, ce n'est pas le meilleur candidat à ce stade-ci. L'autre chose qui vient avec cette vignette, c'est qu'il y avait une aversion en fait, alimentaire très forte qui est présente. Il y a des choses pour pallier à ça quand on fait ce traitement, c'est de camoufler en fait les doses avec soit des smoothies, des muffins. Mais même avec ça, là, il y a des gens qui ont une telle aversion qu'ils ne sont pas capables d'ingérer leur dose et du coup, ben, ça fait en sorte qu'ils arrêtent le traitement. Et finalement, ben, l'objectif de traitement chez ce patient, ben, ça doit être réfléchi. Il faut respecter un éventuel refus de la part d'adolescents. C'est plus important que d'avoir des complications graves en lien avec le traitement en tant que tel. Voilà, donc c'est toutes des choses à prendre en considération pour les jeunes adultes. Les autres choses qu'on peut considérer, en fait, chez les adultes, là, c'est de plus en plus étudié, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie orale à très faible dose. Et on a aussi de l'expérience avec le sublingual. Donc ça, c'est des très faibles quantités de protéines. C'est à peu près 4 à 5 milligrammes de protéines, donc un cinquantième d'arachide. Et au lieu de monter les doses jusqu'à une dose qui protège, par exemple jusqu'à une ou deux arachides, on garde la très faible dose d'arachide pour une période prolongée. Donc pour 1, 2, 3 ans, on garde la même dose tous les jours. Et on sait que ça génère des anticorps protecteurs, ce genre de traitement aussi. Donc, potentiellement, que c'est une forme de traitement qui pourrait être envisagée chez certains patients qui n'ont pas le temps de venir à l'hôpital de façon fréquente ou chez qui ont une aversion sévère à l'aliment. Ben, ça fait en sorte qu'on mange juste une très petite quantité d'allergènes. Euh, le, la seule chose avec ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données à date là, chez l'adulte encore pour ce genre de traitement-là. Et on ne sait pas à quel point on est protégé.
Donc, c'est sûr qu'au bout d'1 ou 2 ans, on est obligé d'aller faire un test de provocation pour voir à quel point on a une protection grâce à cette forme de traitement-là. La dernière chose qui est intéressante avec ça, c'est que potentiellement que les cofacteurs, on est moins obligé de faire attention avec ces très très faibles doses d'arachide. Ou de, je dis arachide, mais ça peut être lait, ça peut être n'importe quel autre allergène. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des traitements biologiques pour diminuer l'allergie, parallèlement à l'immunothérapie orale. Et ça, on peut l'utiliser pour les cas sévères, là, donc par exemple l'omalizumab. Ce pas des traitements qui vont aider à guérir l'allergie, c'est juste que ça permet d'augmenter les doses plus rapidement et potentiellement diminuer le risque d'allergie sévère, de réaction sévère aux doses. Malheureusement, ce n'est pas approuvé par la RAMQ pour l'indication d'immunothérapie orale, donc souvent, il faut que ce soit remboursé par les assurances privées et c'est au cas par cas que c'est remboursé. Dernière chose, c'est que je vous avais parlé de syndrome d'allergie orale. On peut potentiellement désensibiliser au boulot. Donc ça pourrait permettre d'aider pour le syndrome d'allergie orale à long terme sur 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature, mais on a dans notre centre des expériences bénéfiques rapportées par les patients qui ont un syndrome d'allergie orale à plusieurs fruits et légumes. Ils font un traitement de désensibilisation sublinguale pour une période de quelques années et ça diminue ou ça fait disparaître leur syndrome d'allergie orale. Encore une fois, c'est expérimental, il n'y a pas beaucoup d'évidence. Finalement, il y a des protocoles aussi de désensibilisation aux fruits qui ont été décrits, qui peuvent aussi aider pour le syndrome d'allergie orale. Donc ça, c'est aussi une option pour les patients qui ont, encore une fois, une syndrome d'allergie orale. Il y a des traitements qui sont un petit peu différents pour ce genre d'allergie. Donc, en conclusion, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les adolescents et les adultes? Je pense que oui. Ça représente une option thérapeutique qui peut améliorer la qualité de vie d'une portion des adolescents et des adultes. C'est sûr que ce n'est pas un traitement qui est fait pour tout le monde, hein, donc il faut prendre en compte les risques, les bénéfices. Puis il faut aussi, je pense, que voir l'impact sur la qualité de vie de l'allergie alimentaire avant d'embarquer dans ce genre de protocole. Si l'impact est très, très, très grand, ça peut valoir la peine. Par contre, si on vit bien avec son allergie, qu'on est peu impacté, je ne suis pas certain que ça vaille la peine de s'embarquer dans un protocole comme ça. Les données de la littérature montrent que l'efficacité semble relativement comparable à celle des enfants. Potentiellement plus d'effets secondaires, mais encore une fois, je ne suis pas certain de ça parce il y a beaucoup de facteurs confondants là-dedans. Dans l'étude, il disait que le lait, il y avait plus d'effets secondaires chez les adultes. Est-ce que c'est le cas? Ça prend plus d'études pour le dire. Et potentiellement des taux d'abandon plus élevés également que chez l'enfant, mais ça mérite plus de données scientifiques aussi. Alors, comme je l'expliquais, ça exige une motivation personnelle forte, une bonne adhérence aux règles du protocole et une prise en charge rigoureuse des comorbidités. Euh, et je vous ai mentionné aussi qu'il y a potentiellement des nouvelles approches, par exemple l'immunothérapie orale à faible dose ou l'immunothérapie sublinguale qui pourraient être mieux adaptées aux réalités de l'adulte. Alors, ça, c'est des choses qui vont émerger dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Je suis prêt pour répondre à vos questions si vous en avez. Avant de passer aux questions des participants, et il y en a beaucoup. Là, je vois qu'il y en a plus que 30. Ouais. Ça va être un défi dans le délai. Mais j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la question de l'accessibilité, parce que là, pour les patients, particulièrement les adolescents, les adultes, l'accessibilité au traitement, c'est le premier obstacle, là. Alors, ma question, c'est, à part le CHUM, au Québec, quel centre, quelle clinique, quels allergologues offrent l'immunothérapie orale aux adolescents, aux adultes? C'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, c'est un énorme enjeu. Vous savez qu'on a une petite spécialité, hein. On est juste à peu près 80 allergologues au Québec, donc c'est pas très grand comme chiffre. Et sur ces 80 allergologues, on n'a pas une très grosse proportion d'allergologues qui fait de l'immunothérapie orale déjà d'emblée. Donc de base, on une vingtaine ou une trentaine d'allergologues qui font de l'immunothérapie orale. Et sur ces 30 allergologues, on a un très faible nombre d'allergologues qui font de l'immunothérapie orale chez l'adulte et qui vont se concentrer chez l'enfant, en fait, là. Donc, c'est souvent des allergologues pédiatres qui sont formés pour faire l'immunothérapie orale. Et du coup, ben, ça reste en fait un traitement de pédiatrie.
Alors moi, mon expertise unique, c'est que je suis formé en pédiatrie également et j'ai rapporté ça chez l'adulte. Donc, il n'y a pas beaucoup d'allergologues adultes qui en font au Québec. Et ça, c'est une réalité malheureuse. Euh, à date, en fait, on est le centre de référence pour les adultes au CHUM. Donc, on a 3 allergologues au CHUM qui en font. Mais d'autres centres au Québec, à ce que je sache, il n'y a pas beaucoup d'accessibilité pour ce genre de traitement chez l'adulte pour le moment. Par contre, je suis directeur de programme à l'Université de Montréal pour le programme d'immunologie adulte. Je forme des nouveaux résidents. J'ai un nouveau résident qui va travailler à Trois-Rivières. J'ai des nouveaux résidents qui travaillent à Saint-Jérôme. J'ai des nouveaux résidents qui vont se former un peu partout, qui vont travailler un peu partout, qui ont été formés pour faire le thérapie orale. Donc, je pense que ça va pouvoir répondre à un besoin chez l'adulte de plus en plus. Et il faut en parler avec votre allergologue pour demander à ce qu'il puisse l'offrir, en fait, là, parce que de plus en plus, ils vont être formés pour ce genre de choses. Excellent. Alors, on va y aller avec les questions. Donc, Karine aimerait savoir comment est-ce qu'on peut connaître le seuil de réactivité à un allergène? C'est une super bonne question. Pour connaître le seuil de réactivité d'un allergène, ben, on va faire un test de provocation généralement. Donc ça, ce que ça implique, c'est qu'on commence avec une très très faible dose et on monte les doses à peu près aux 20 à 30 minutes jusqu'à ce que la personne réagisse. Alors, c'est sûr que c'est jamais parfait comme technique, hein, tu sais, et la première chose, c'est que le fait de donner plusieurs doses, ça peut désensibiliser un petit peu. Donc, c'est approximatif. Puis l'autre chose, c'est que quand le patient va réagir, on n'est pas certain que c'est la dernière dose donnée ou la dose d'avant, en fait, parce qu'il y a un délai, on s'entend. Donc, c'est approximatif, hein, on n'a pas on a malheureusement pas une science exacte pour le seuil de réactivité, mais souvent fait de cette manière-là. Il faut aussi savoir qu'il y a des seuils populationnels aussi, c'est intéressant. Donc, si on prend la population de gens allergiques à l'arachide dans le monde, ben, on est capable de dire qu'on a à peu près 5% des gens qui vont réagir à une dose de 2 milligrammes ou 3 milligrammes ou moins là, de protéines. Donc, ça nous permet de dire que mon patient, si je commence avec 0,5 mg ou 0,1 mg de protéines, je suis quasiment sûr à 100% qu'il ne va pas réagir, même s'il est très, 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 très allergique, là. Parce que D'accord. c'est un seuil populationnel basé sur des centaines, quasiment 1000 patients là, partout dans le monde, qui montrent que en dessous d'une certaine quantité d'allergènes, les gens ne vont juste pas réagir du tout, là. Donc, c'est pour ça que c'est sécuritaire, même pour les gens les plus allergiques, de commencer à une dose très, très faible. Il y a personne où c'est impossible de réagir à cette dose-là. Excellent. La question de Jenny, quand une personne devient allergique tardivement, dans son cas autour de 45 ans, est-ce que l'immunothérapie orale est quand même envisageable? Absolument, absolument. Il y a possibilité de faire ça chez l'adulte. Je pense que c'était un peu le but de la présentation de dire qu'il n'y a aucun âge qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de subir ce traitement. C'est vraiment pas l'âge le problème, en fait. Là, c'est plus les comorbidités, c'est plus le- le- les choses autour, en fait, qui font en sorte qu'on est éligible ou pas. Euh, c'est sûr que c'est de savoir un peu c'est quoi l'allergène. Si on me dit, ben, moi j'ai développé une allergie au pétoncle, je dirais, ben, c'est peut-être pas le meilleur allergène à désensibiliser, là. Parce qu'il faut Pourquoi? manger, parce que manger des pétoncles tous les jours, là, ben, c'est ça le hic du traitement, c'est qu'il faut être exposé quotidiennement. Donc, il y a certaines choses qui se portent un peu moins bien à ça, là. Donc, je pense que les pétoncles, c'est tout ce qui est mollusque, c'est pas évident. Même les crevettes, ça se fait, mais même ça, là, crevettes poisson, c'est plus difficile à faire chez l'adulte. Pas parce que c'est impossible, c'est juste que le fait d'ingérer régulièrement des crustacés, même en voyage, tout ça, ça peut être un problème. Donc, La question de Corinne, si on oublie de prendre sa prise pendant une journée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça remet en cause le résultat du traitement? une journée, il n'y a pas de problème avec ça, là. Ça arrive fréquemment, là. Tu sais, je dirais, là, si on n'oublie pas une journée, c'est que c'est pas vrai ce qu'on me dit. Tout le monde oublie au moins une journée leur dose, hein. Ça arrive, là, mais tu sais, genre, il y a pas de conséquences avec ça. On fait juste reprendre la même dose le lendemain. Là où ça devient un peu plus problématique, si on oublie pendant 2, 3, 4 jours, c'est là que ça devient problématique. Et là, c'est au cas par cas, là. Tu sais, des fois, on fait une demi-dose pour quelques temps, puis on remonte. Souvent, on appelle
On a une équipe d'infirmières qui répond aux questions, là, donc on est capable de troubleshooter, mais tu sais, je veux dire, une journée, c'est pas un problème. Christine note que certains allergologues semblent plus frileux que d'autres pour ce qui est du seuil à partir duquel il est trop risqué d'entamer la désensibilisation. Donc, est-ce qu'il y a des règles à cet égard-là? Euh, du seuil de. Je pense qu'on parle ici du seuil d'IgE spécifique, là, c'est Oui, ça. c'est ma Donc, compréhension la, aussi. C'est la pas une prise de sang, là. C'est sûr qu'il y a des prises de sang qui, ça c'est une super bonne question, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas assez de temps, mais il y a des prises de sang qui font en sorte qu'on est probablement plus à risque d'avoir des effets secondaires. Des taux qui sont très élevés au niveau du sang, alors plus que 100 par exemple, hein. Dans les études en tout cas, c'est associé à avoir plus d'effets secondaires digestifs, potentiellement plus de risque d'anaphylaxie, etc. Donc ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est qu'on regarde le ratio IgE spécifique sur IgE total. Plus l'IgE spécifique est proche de l'IgE total, ça aussi, c'est un ratio qui est défavorable. On a montré que ça aussi, ça faisait en sorte on était plus à risque d'avoir des effets secondaires. Sous toute réserve, j'en fais pour ces patients-là aussi, qui sont impactés si on y règle. On est juste plus prudent, on commence plus bas, on y va plus doucement, on prend plus notre temps. On est là plus ces choses-là. J'ai eu des expériences excellentes avec des patients, un patient en tête, là, il y avait des IgE extrêmement élevés, ratio très défavorable. C'était avant qu'on parlait de ratio, là, que je l'ai fait. C'est le patient avec qui ça s'est mieux passé. Là, tu sais. Il a le faire, il est monté aux arachides super vite, là, puis là, il a fait son challenge au seuil, il a fait le challenge avec des cofacteurs, tout est super bien passé. Donc, effectivement, il y a des tendances, il y a des données, mais chaque cas, c'est au cas par cas, là, tu sais, je dirais. Là. Est-ce qu'il y a des données concernant l'anxiété des personnes qui ont fait ce traitement, lié par exemple au stress d'oublier sa dose quotidienne? Au stress d'oublier sa dose côté. Ça, il y a beaucoup de données sur la qualité. Bah, il n'y a pas beaucoup de données. Chez l'adulte, il y a un article qui est sorti sur la qualité de vie qui montrait que ça améliorait vraiment la qualité de vie des adultes qui font ce traitement. Puis ça, j'ai pas de misère à le croire. Les patients que je vois qui l'ont fait sont généralement relativement très satisfaits. Euh, Est-ce que ça augmente le stress? C'est ça la question, le fait de toujours Mhm. devoir penser à ces doses, tout ça. Ça, c'est une super bonne question. Je dirais que si je calque sur ce qui a été fait en pédiatrie, parce qu'il y a beaucoup plus de données en pédiatrie, hein, il y a beaucoup de données sur la qualité de vie, là, mais j'ai pas l'impression que ça stresse énormément le fait de devoir prendre sa dose. Je pense que les patients chez qui ça stresse, en fait, on va juste arrêter le traitement. Tu sais, si on est trop stressé, parce que moi, j'ai un exemple en pédiatrie où leur fille avait fait deux, trois réactions, décidé que c'était pas pour eux le traitement, puis ils ont arrêté. Donc, souvent, ce cas-là, c'est que les patients vont arrêter, puis c'est considéré comme un échec ou un non-succès, là. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de règles, hein. Tu sais, je dirais que la majorité des gens qui participent à une augmentation de la qualité de vie, ceux chez qui la qualité de vie, ils trouvent que c'est trop stressant, ben, ils vont arrêter le traitement, là. Donc, ça va être ça, là. D'accord. Le taux de succès de 80% que vous avez mentionné, est-ce que ça réfère à une désensibilisation clinique ou à une guérison? Oh oui, ok, non, ça c'est important, là. C'est pas une guérison, là. Non, 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 non. C'est vraiment une désensibilisation clinique, là. La guérison, c'est très, très rare, là, chez l'adulte, là. Quand je dis, moi, une guérison, pour moi, c'est qu'il négative ses tests complètement. Il n'y a plus d'IgE. Tu sais, ça, on le voit beaucoup chez les petits bébés. D'ailleurs, vous avez entendu parler de ça, tout le monde foncé sur les en bas de 3 ans, là. Mhm. Les adultes, ados adultes, le système immunitaire est cristallisé. C'est rare qu'on perde l'allergie. Mais il y a quand même des choses intéressantes. On a des anticorps bloquants qui sont produits. On peut comme je vous dis, à long terme, des fois, il y a des gens qui tolèrent des traces sur une période d'éviction pendant un mois. Donc, malgré le fait que ce n'est pas des guérisons, il y a quand même possibilité d'avoir une protection là, qui perdure, même après l'arrêt des doses pendant un certain temps. On ne va jamais vous dire d'arrêter complètement les doses, hein, parce que ça se peut que l'allergie revienne. Donc, le 80%, c'est le succès de désensibilisation, finalement. D'accord. La prochaine question, vous avez répondu, je pense, pendant votre présentation, un jeune adulte qui a une maladie eosinophile, est-ce qu'il pourrait faire l'ITO? La réponse dans certains cas, mais c'est Ah, vraiment, une œsophagite eosinophile? ouais. C'est très intéressant comme question.
La réponse générale, c'est non. Mais la réponse de mon côté, c'est oui. Ça se pourrait parce que, je veux dire, moi, j'ai une clinique d'œsophagite eosinophilique là, avec les gastroentérologues. Et ce que je dirais, c'est que ça dépend vraiment du patient. Si le patient est très, très motivé et que sa maladie est très bien contrôlée. Donc, si on est en rémission de son œsophagite eosinophilique, quand on fait la biopsie, parce que ça se diagnostique par biopsie, il y a zéro eosinophile, on n'a aucun symptôme de blocage. À ce moment qu'on a un traitement de fond, souvent c'est un antiacide ou un stéroïde avalé, ou même il y en a qui sont sous du Pixant, pour ça, c'est des injections. À ce moment-là, ben oui, on peut commencer une thérapie orale et ça se fait, hein. Donc, à ce moment-là, on le fait, puis on attend une certaine période, puis on recontrôle l'endoscopie après pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exacerbation des symptômes. Au cas par cas, ça se fait. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il y a un risque potentiel que ça augmente les symptômes d'œsophagite eosinophilique. Donc, c'est vraiment à décider au cas par cas, là. D'accord. Marie-Claude se demande, dans quel cas peut-on réintégrer l'aliment dans la diète normale chez l'adulte? Est-ce que le niveau d'IgA spécifique? Son allergologue a indiqué que l'immunothérapie orale servait qu'à désensibiliser, non, et non à réintroduire l'allergène. En l'occurrence, il s'agit de soya. Je comprends. Ouais, c'est ça. Tu sais, le but principal, c'est d'aller vers une désensibilisation. Donc, j'imagine dans ce cas-là, c'est pour aller vers les traces, donc une petite quantité de soya. Euh, à la longue, ce qu'on peut faire, c'est un test de provocation. Et ça, c'est vraiment variable d'un patient à l'autre. Euh, et c'est quoi les chiffres? C'est dur à dire, mais tu sais, si on arrive à la dose de maintien, et ça se passe très, 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 très bien, au bout d'un certain temps, qu'on a zéro symptôme sur sa dose, au bout de quelques temps, on pourrait considérer faire un test de provocation. Et si ce test de provocation, ça se passe bien avec le test de provocation, qu'on est capable de prendre une grande quantité de l'allergène, par exemple un verre de lait de soya ou un demi-heure de soya, à ce moment-là, ben, on pourrait dire ben, on peut libéraliser un peu plus la diète avec le soya. C'est au cas par cas. Il y a des gens qui sont très, 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 très allergiques, là, tu sais, des taux qui sont très, très élevés, qui réagissent à leur dose de maintien, qui sont un peu réactifs. Donc, ces patients-là, on ne va pas se proposer ce genre de choses-là. Je dirais qu'il y en a chez qui ça se passe super bien. 6 mois après, un an après, on fait le challenge, ça passe. Et là, ils sont capables d'intégrer toute forme d'allergène dans leur diète. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. C'est quoi le pourcentage des patients? Encore une fois, c'est dur de mettre des chiffres parce que ça dépend de l'allergie intrinsèque, là, tu sais. Mais je vous dirais, j'en ai beaucoup d'adultes qui ont été capables d'introduire des portions complètes d'allergènes. Est-ce que vous avez des ressources, des trucs, des conseils pour contrer l'aversion aux doses? Ben, c'est ça, tu sais, il n'y a pas vraiment énormément. Oui, j'ai des trucs, mais il y a, je veux dire, j'en ai parlé un petit peu dans mes diapos, il n'y a pas 1000 solutions. Je dirais, la première, c'est de mélanger avec compote, deuxième, mélanger avec yaourt, smoothie. Ce qui marche encore mieux souvent, c'est de faire des muffins, puis on camoufle l'allergène dans un muffin, puis on mange le muffin. Et ça, c'est une technique de Sainte-Justine aussi. Ça marche plutôt bien. Mais par expérience, les enfants, ils détectent le goût même avec ça, des fois. Euh, les, la dernière chose qu'on peut faire, des fois, ce que j'ai chez les adultes, c'est qu'ils gobent l'allergène. Donc, ils avalent comme une pilule, en fait. Donc, OK. l'arachide, ils vont le gober. Donc, ils goûtent même pas l'arachide. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens, ils font. Donc, je pense que c'est pas mal les choses qu'on peut envisager là pour contrer le dégoût, mais euh, il n'y a pas énormément de solutions pour ça, à part potentiel. Tu sais, ce que les gens me demandent, c'est ce qu'il y a moyen de mettre dans des petites capsules, là. Tu sais, c'est ça qu'ils Ouais. veulent. Mais ça, c'est compliqué. Puis on peut mettre des grosses quantités de protéines là-dedans, là. Donc, on avait essayé de voir, mais c'est pas évident. Alors, mais je dirais que la majorité des gens avec les stratégies que j'ai mentionnées, ils sont capables de tolérer les doses, là, pour la grande, grande majorité. Les personnes qui ont suivi le traitement, est-ce qu'elles ont développé d'autres soucis de santé après quelques mois? Le traitement semble quand même mettre parfois l'organisme à rude épreuve. Est-ce qu'on peut développer d'autres problèmes que les allergies? Là, vous avez déjà mentionné des conditions préexistantes, asthme, eczéma, qui peuvent être exacerbées. Mais
ailleurs, là, on développe des maladies qu'on n'avait pas auparavant? C'est une très bonne question. Tout ce que j'ai mentionné dans mes diapos, c'est ce qui est connu. Hein, donc, la réponse, c'est pas connu. En théorie, non. On mange des allergènes, ne devrait pas causer l'apparition d'une maladie auto-immune ou des choses comme ça, là. Euh, les complications les plus fréquentes, ou ce qui a été décrit en tout cas, là, c'est ce qui a été décrit, hein, c'est vraiment une détérioration du contrôle de l'asthme, une augmentation de l'eczéma, l'œsophagite éosinophilique qui va se décompenser ou qui apparaît. Euh, à part ça, il y a des maladies potentiellement, à part l'œsophagite éosinophilique, on a aussi une forme de gastrite éosinophilique, tout ce qui est maladie éosinophilique qui peut apparaître avec ce genre de traitement, mais encore une fois dans une faible proportion. On n'a pas tellement d'autres complications à long terme là, au niveau de la santé, c'est comme cancer, maladie auto-immune, tout ça, ça n'a pas été démontré, en tout cas, où il n'y a pas d'évidence pour suggérer ça, même population pédiatrique ni adulte, là. Donc, voilà. Ok. Chantal se pose la question, son fils de 13 ans a plusieurs allergies alimentaires, dont les noix et les arachides. Il est en attente depuis quelques années à Sainte-Justine, à la clinique Cito. Vu son âge, elle croit que sa priorité diminue constamment. Est-ce qu'il pourrait être vu ailleurs, comme au CHUM, par exemple? Au CHUM, c'est à partir de 14 ans qu'on voit les patients. Donc, OK. potentiellement que oui, Donc, c'est une démarche qu'elle pourrait faire. c'est une démarche potentiellement à faire. Euh, pour accéder au CHUM, il faut faire une demande via un allergologue encore. Donc, faut voir son allergologue. Puis l'allergologue envoie une consultation au CHUM, en fait. Et après ça, il y a des critères à remplir encore. Donc, l'allergologue fournit les informations. Et voilà, c'est relativement simple. Donc, si c'est le cas, c'est possible. Euh, oui, donc pour 13 ans, c'est à partir vraiment de 14 ans. Ouais. Donc, OK. Là, on dépasse un peu large, ce qui n'est pas notre habitude, mais les questions continuent de s'ajouter. Je vais peut-être, si vous êtes d'accord, j'en ferai peut-être encore 5 et puis ensuite on conclurait la rencontre. ok. Marie-France se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une approche différente où on peut utiliser un timbre cutané pour traiter les allergies alimentaires, toujours Oui, chez l'adolescent et l'adulte? oui, ça existe absolument. C'est DBV, c'est une compagnie qui essaie depuis des années de faire de l'immunothérapie épicutanée, ça s'appelle, hein. Donc, ils ont fait beaucoup d'études. D'ailleurs, j'en ai participé à quelques-unes là, en pédiatrie, là. Ils ont des problèmes d'adhésion de leur timbre. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que ça soit sur le marché. Là, ils sont en train de refaire des études avec un nouveau dispositif pour que ça colle mieux, là. Puis j'espère en tout cas que ça va arriver sur le marché dans les prochaines années, là, parce que ça fait vraiment plus de 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. C'est pas efficace chez l'adulte, malheureusement. Ah, On fait des études, puis ça marche pas chez l'adulte. Ça marche chez les petits-enfants, comme la majorité des choses. Donc, ils vont OK. vraiment aller vers les enfants, les petits-enfants pour ça, là. Alors après, je peux vous parler de plein de nouveaux trucs. Ils sont en train de penser à des micro-aiguilles sur des patchs, là. Donc, un patch version plus, là. Ça, c'est dans le préclinique, là, mais peut-être qu'un jour, ça va arriver sur le marché. Ça peut être très intéressant, ça aussi, là. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, non. OK. Une question plus administrative. Quand on veut entreprendre une immunothérapie orale, de quelle façon on doit procéder? Est-ce qu'il faut nécessairement obtenir une demande de consultation de son médecin traitant? Euh, oui. Bah, ça dépend. La question c'est une thérapie orale au CHUM ou ailleurs. Ouais. Parce que la première chose, en fait, c'est d'avoir une consultation vers un allergologue. Donc, son médecin de famille peut faire une consultation pour un allergologue. Et une fois qu'on a vu l'allergologue, ben, c'est d'en parler, de dire je serais intéressé à une thérapie orale. Parce qu'il y en a beaucoup qui en font une thérapie orale. Après, s'il y a des cas spécifiques où ils sont moins à l'aise, par exemple, si c'est un adulte, peut-être qu'ils n'en font pas vraiment, ils sont moins à l'aise avec ça. À ce moment-là, ils peuvent envoyer une référence envers nous au CHUM ou ailleurs, ou s'ils en font ailleurs. Là, comme je dis, moi, il n'y a pas beaucoup d'allergologues qui en font. Puis là, on va prendre en charge le dossier selon les critères, là. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu un test cutané, des prises de sang, il faut avoir une allergie confirmée. Puis il faut que l'allergologue ait quand même parlé un petit peu du traitement avant, là. Mais maintenant qu'on a fait ce webinaire,
on va pouvoir référer les patients au binaire pour mieux comprendre c'est quoi. C'est très bien. Une question, je pense qu'il y a peut-être une confusion aussi. Le traitement qui est offert au CHUM, qui est offert à Sainte-Justine, qui est offert dans différentes cliniques au Québec, là, plus pour les enfants que les adultes, mais c'est un traitement qui est offert au public, donc, et il n'y a pas de coûts qui sont associés à ça, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est pas un Ah, traitement privé, là. C'est vraiment public, là. On est tous des allergologues publics, là. parce Il y a, que Marie-Claude se pose, il y a très peu pardon. d'allergologues privés, là. Il y en a juste un ou deux au Québec, là. C'est surtout des allergologues publics, là. On soutient le public, là. Mm. Marie-Claude se pose la question si on n'a pas d'assurance et que la RAMQ ne paye pas, mais c'est pas un enjeu parce que c'est au public. La seule chose qu'il peut coûter, mais ça coûte, en fait, tu sais, c'est que même nous, on fournit les farines et tout ça. La seule chose que ça va coûter éventuellement, ce serait peut-être d'acheter des arachides, là, qu'il faudra manger tous les jours. Ça va être ça. OK. Euh, je regarde les questions en même temps, là. Et effectivement, le xolaire, c'est pas couvert, ça, par contre. Effectivement. Ça, c'est pas couvert par la RAMQ, c'est couvert par les assurances privées, là. Mais ça, le xolaire, on n'est pas obligé d'utiliser, là. Donc, OK. Est-ce que c'est possible que pendant ou suite au traitement, un patient réagisse plus fortement aux traces? On dit Euh, que ça empire son cas. ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça devrait pas, là. Ça devrait pas, là. Ça devrait pas, là. Je veux dire, le fait d'être exposé tous les jours à un allergène devrait plutôt favoriser la production d'anticorps bloquants, là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si on a suivi le traitement puis qu'on a un chèque, on l'arrête, on devrait être un peu plus protégé qu'on l'était avant. C'est pas comme une exposition intermittente où tu sais, on a une réaction ici, une autre réaction dans 2 semaines, une autre réaction sans être exposé à l'allergène. Ça peut potentiellement booster un peu le système. On produit plus d'IgE spécifiques, etc. si on a exposition intermittente une fois par quelques mois, là. Mais l'exposition quotidienne devrait, même si on a un échec au bout d'un an, ça devrait améliorer quelque chose, voire rien faire, là. Donc, je pense pas que ça devrait poser de soucis, là. C'est quoi la liste d'attente au CHUM? Bonne question. Tu sais, j'ai pensé de poser la question. C'est pas une énorme liste d'attente, là. C'est pas une énorme C'est liste vrai? d'attente. Moi, je pense, je le dis sous toute réserve, là. Euh, la population adulte, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vivent bien avec leur allergie, donc sont pas nécessairement. La demande, en tout cas, est beaucoup moins grande qu'à Sainte-Justine, là, ça c'est sûr. Ce qu'on voit beaucoup, c'est plus des transferts de Sainte-Justine. OK. Des transferts, tu sais, des gens qui sont déjà sur des sensibilisations qui viennent vers l'adulte. Des consultations pour des sensibilisations allergies adultes, on en a encore, on en a quand même, on a une bonne liste d'attente, mais c'est pas comme c'est pas comme c'est du côté pédiatrique, là. D'accord. Et le CHUM, les patients qui sont traités là ne sont pas seulement des patients de Montréal, là. Vous couvrez plus large que ça. Ben, on traite, oui, on traite les gens qui sont demandés en consultation, puis qui ont un intérêt. Tu sais, il y en a qui, moi j'en ai de Joliette, qui y en a un peu partout, là. Tu sais, c'est pas juste Montréal, absolument, là. Si satisfont les critères, les gens qui sont motivés, qui ont un gros impact sur la qualité de vie, on va les traiter comme n'importe quel patient. Quelle bonne nouvelle. La dernière question maintenant. Est-ce qu'il y a des études sur le microbiote dans les cas d'allergie? Est-ce que c'est envisagé de traiter les allergies alimentaires dans le futur sur la base du microbiote? C'est super intéressant. Oui, oui, il y a des études qui se font, entre autres avec le Lactobacillus rhamnosus. Là, ils ont fait de l'immunothérapie orale avec ça, là. Puis ils ont en fait une étude, c'est surtout une allergologue australienne qui s'appelle Mimi Tang, qui a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et au départ, elle avait montré que c'était vraiment super, puis que ça augmentait la guérison en fait de l'allergie. Mais finalement, elle a refait une étude, puis c'était pas si convaincant. Donc, mais je pense qu'il y a un potentiel, hein, je suis d'accord, je pense qu'il y a un potentiel de supplémenter les temporales avec des probiotiques, ça pourrait peut-être augmenter l'efficacité, ça pourrait peut-être avoir un impact parce qu'on sait que le microbiote est impacté, peut-être aussi moins d'effets secondaires digestifs. Mais c'est quelque chose qui est à l'étude, là. Il n'y a pas encore assez de données robustes pour le proposer comme un traitement tout seul pour l'allergie alimentaire, là.
Excellent. Alors écoutez, merci infiniment pour votre présentation. C'était extrêmement instructif. Moi, je trouve ça encourageant aussi. Puis ça permet de mieux saisir les options de traitement pour les ados et les adultes allergiques, donc possiblement de prendre des décisions plus éclairées. Parce que parfois, la bonne décision, ça peut être de décider de ne pas aller en Oui, immunothérapie orale. absolument, absolument, absolument. Puis c'est pas pour tout le monde, hein. Le patient qui a pas un énorme impact, qui est juste allergique à l'arachide, qui s'en passe, qui fait pas beaucoup de réactions, qui réagit très rarement, c'est sûr que, tu sais, il vit bien avec. C'est pas le meilleur traitement pour ce patient-là, là, absolument. Ah, voilà. Alors, merci donc de nouveau à vous pour cette excellente présentation. Merci à tous ceux et celles qui étaient à l'écoute au cours de la dernière heure et 10. J'espère que le webinaire a répondu à vos attentes. Il va y avoir un court sondage d'appréciation qui va apparaître sur votre écran dans quelques secondes. Merci de le remplir. Ça va vous demander quelques secondes et ça va nous être très utile. Alors, bonne soirée, Dr. Graham. Merci beaucoup, hein. Merci. Puis, Merci. Bonne au soirée revoir. tout le monde. À la prochaine.